Pour ceux qui se demandent, qui sont pêcheurs. Il y en a-tu qui sont pêcheurs ici? OK, on pêche les 2, ma femme puis moi. On pêche, à la mouche principalement et aussi au lancer léger, puis on fait nos mouches. Fait que si je veux parler de mouches après, vous viendrez me voir. Donc bonjour tout le monde. Ce que je vais vous partager, ce matin, c'est, mon expérience, OK? Au travers des années, d'évolution, comment est-ce on revise ou on a revisé tous les programmes de prévention des équipements. Parce qu'une chose qu'on s'aperçoit, ça c'est un exemple, c'est que moi j'illustre vraiment le préventif à quoi que c'est que tous les équipements sont dus pour avoir une défaillance quelconque à un moment donné ou l'autre. Fait moi, on appelle ça c'est comme des bombes à retardement. Puis le truc avec les préventifs prédictifs, c'est d'aller voir avant que ça pète, pour savoir la longueur de la mèche, pour être capable de faire de quoi avant que ça pète. Fait que c'est de façon très simplifiée, c'est quoi du préventif puis du prédictif. Euh, Quelles sont, d'après vous, les principales catégories de préventifs? Il y en a 3. Il y en a qui veulent s'essayer? Excuse. OK, on peut le mettre systématique, oui. Moi, j'appelle ça périodique. OK. Pardon? Conditionnel, oui, ça en fait 2. Excuse, j'entends pas. Conditionnel, prédictif, ça se ressemble. Un autre. Ouais, on pourrait appeler ça moi, c'est ce que j'appellerais du préventif. OK? Donc, ce que peut faire l'opérateur, d'aller vérifier l'état. Donc, on va parler de préventif. Donc, ça le dit, faire la prévention, aller vérifier des niveaux d'huile, des choses comme ça. Du prédictif, maintenance conditionnelle, c'est un exemple. Ou du périodique. On change à toutes les 100 heures ou pour les véhicules, on fait les PEP, attendre toutes les X heures d'opération. Un des phénomènes qui se passe, pas tout le temps, mais bien souvent, que j'ai connu tout le long de ma carrière puis que je vois encore chez mes clients, c'est que vous voyez un tas de déchets. Le préventif, le prédictif, etc., dans nos banques de données, ils s'accumulent dans le temps. Fait qu'on se ramasse à un moment donné avec quelque chose qui est n'importe quoi. Comment ça se fait que ça s'agglutine? Encore là, je demanderai s'il y en a qui veulent parler un peu. Comment ça se fait qu'on se ramasse avec un tas de préventifs que souvent on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans? Parle fort. On ne le fait pas parce que la machine n'est pas disponible. Manque de temps. Ça, c'est dans le même thème. Un autre thème. Oui. Pourquoi quand on a trop de préventifs? On ne fait pas le ménage. Fait qu'on a un tas, c'est ce que je viens de dire. OK? Mais pourquoi qu'on a un tas? Le contexte peut avoir changé. Mais je vais t'en donner un autre, juste dans le même esprit. Il arrive à un bris un matin. La production panique. Tout le monde sur le pont. C'est quoi la première réaction qu'ils vont avoir après, qu'ils ont reparti? Mets-moi un préventif là-dessus. Ben, c'est vrai. Fait que OK, mais dans 6 mois, 1 an, on va l'avoir oublié qu'on l'a mis, là, mais il va être là encore. Puis le bris, c'était peut-être un bris qui est arrivé une fois one-off. On a des préventifs pareils maintenant là-dessus. Donc, le manufacturier, c'est la première source de préventif. Fait que ceux-là qui ont eu la pertinence de regarder dans le manuel du manufacturier, ils proposent un préventif, un prédictif à faire, puis on le met dans le système. Ça, c'est le jeu de bord. Il y en a qui ne l'ont pas fait. J'ai vu souvent des installations nouvelles qui sont plantées là par les projets, puis il n'y a rien de mis dans le système. Fait qu'on n'a pas de programme en partant. Ça arrive. Il y en a d'autres qui le font. Comme je disais tantôt, quand il arrive une défaillance, là, ça peut être l'entretien ou l'opération, il y en a un qui dit « Hey, on va se mettre un préventif, on se prend les culottes à terre. » Après ça, mais quand il arrive un incident ou un accident majeur, on fait une investigation. Ce qui se passe dans les investigations, il y a des mesures correctives.
Puis souvent, dans les mesures correctives, qu'est-ce qu'on trouve? Des PM. Ben oui. Puis il y a toutes sortes d'autres raisons. Tout ça fait qu'au travers des années, au travers des mois, des années, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule. Typiquement, il y a 30 à 40 des préventifs dans la banque qui sont inutiles ou trop fréquents. Puis en plus, il y en manque qui seraient pertinents qui ne sont pas là. Qu'est-ce que ça fait quand on a 30 je suis conservateur, des préventifs qui sont de trop? Mon monsieur tantôt qui a dit j'ai une surcharge. Ça vous est-tu, ça? Fait qu'à un moment donné, il y a un potentiel là. Puis en plus, que quand on fait ces préventifs-là, souvent, ou pas toujours, mais à l'occasion, il faut arrêter l'équipement. Donc, on a des pertes de production en plus. Puis ceux-là qui devraient être faits, qui ne sont pas faits, on a des pertes de production à côté d'eux autres. Fait que le préventif devient alors une surcharge pour les équipes d'entretien. Puis on sait qu'on n'en a pas de trop aujourd'hui, là, avec les raretés de main-d'œuvre, puis engendre des pertes inutiles de production. Là, la question, c'est comment on peut optimiser nos programmes de préventif? Parce que c'est ça qu'on en vient. OK? On dit comment on va le faire. C'est là que ça devient amusant, intéressant, de faire un petit retour historique. On va reculer l'horloge, on va se retourner aux alentours de 1980, quand j'ai commencé à travailler. OK? Fait que, pour ça, les cheveux gris. Puis là, l'idée, c'était de transformer la maintenance préventive d'une dette invisible en levier clé de performance au travers de mes expériences. Bon, pour ceux qui le voient de côté ne me reconnaissent pas, c'est moi qui est à droite là-bas. J'avais plus de cheveux, c'était dru, puis vous voyez, il était plus foncé aussi pas mal. À l'époque, les préventifs, vous voyez les feuilles, c'était des paquets ça d'épais. Puis il y avait des appareils comme ça. Puis ça, c'est un cas réel. C'est moi, jeune ingénieur, sorti frais et moulu de l'université, tout fier de mon bac. Là, mon patron, à l'époque, le surveillant, il me donne une pile d'épais, ça d'épais, de préventifs à reviser. Bon, en même temps que moi, il est rentré un ingénieur senior. À l'époque, on ne parlait pas de fiabiliste. On était des ingénieurs d'entretien et projet. L'autre bord du passage, on était chacun dans nos bureaux. Lui, il avait reçu sa pile, puis je le voyais faire. Le monsieur, il arrivait de Pratt & Whitney. Fait qu'il avait une bonne école. Fait que là, il prenait les feuilles, puis il rayait des préventifs, il en rajustait, puis il s'en allait feuille par feuille. Moi, je n'étais pas un bon élève. Je vous dis tout de suite, la pile est restée sur le coin de mon bureau un bon 2-3 semaines. Je le regardais, on a une page. On retournait. Oh non! Hey, vous ne me voyez pas là, du tout faire ça, faire ça, faire ça. Oh. Puis en plus, il me parlait d'équipement là-dedans, je n'y connaissais rien. Honnêtement, là, dans mon cours de génie, je n'avais jamais touché un bearing. Je savais comment calculer, par exemple. Je n'avais jamais pris un bearing dans mes mains. On part de loin. Là, j'étais dans une usine de fluorure d'aluminium avec des gros équipements. Il datait des années 30. Fait que c'était pas très haute technologie, c'était très pollué. Puis là, on me demandait de reviser préventif de ça. On me parlait d'un faux. Je ne savais même pas c'était quoi un faux. Fait que là, une idée brillante. Moi, je ne connais pas ça, mais il y a des gens que je pense qui connaissent ça. Fait que là, je suis allé voir le contremaître général. Pour ceux qui sont assez vieux, on se rappelait qu'à une époque, on avait des contremaîtres généraux qu'il fallait passer au travers d'eux autres pour aller voir les contremaîtres pour avoir les employés. Je suis allé voir le contremaître général, puis j'étais chanceux. C'était un vieil ami à mon père. Mon père était avant moi dans cette usine-là, dans le camp. Fait que, il me connaissait depuis que j'étais tout petit, puis il me trouvait sympathique. Fait que j'ai dit, je peux-tu vous emprunter un de vos bons mécaniciens? J'irai faire une tournée avec. Ah, ben, il dit, ben voyons, pas de problème, il m'a parlé à mon contremaître, puis il va te dédier, tu sais, bon. On part. Fait que là, ça a été la solution, ça a été d'impliquer un employé d'entretien. Fait qu'on a marché les équipements ensemble. Moi, je prenais des notes, puis à l'époque, je vous rappelle, on n'avait pas les téléphones cellulaires. Fait que là, j'ai pris des photos avec un Polaroid. Fait que moi, je suis avec l'équipement avec eux autres, prenais des notes, prendre des photos avec mon Polaroid. Excusez-le. Puis, je regroupais sous des formes, que vous allez voir, ils ont passé vite, là, puis les éditer. Puis, avant de le finaliser, je le revisais avec le gars, on allait le refaire ensemble.
Là, on parle de 1980. Ça, c'était mes fiches. Vous voyez, c'est un peu jauni. Les dessins, je les avais fait faire par un dessinateur à partir de mes photos tracées. Là, on voit justement un des inspecteurs qui faisait l'inspection à ce moment-là. Vous voyez la pousse. On recommence. Donc, le résultat, ça a été un gros ménage, puis le préventif était plus pertinent, puis il y avait un buy-in des employés. Puis après ça, il y a eu une amélioration significative de la production. Fait que déjà là, je voyais que j'étais sur la bonne voie. Mais la pile de papier, honnêtement, je ne l'ai jamais touché. J'ai refait à neuf complètement à partir du travail avec les employés. Moi, j'emmenais de questionnement à l'époque, parce que je ne connaissais pas vraiment ça, de l'ingénieur. Ah, c'est quoi ça? Ben, pourquoi ça fait ça? Comment ça se fait que ça fait ça? Puis ceux qui me connaissent savent que je peux être posé de questions pas à peu près. Fait que l'employé, ben, il était sympathique. Il était un monsieur à cheveux gris à l'époque. Pour moi, il était vieux. Il était plus jeune que je suis là présentement, mais il était proche de la soixantaine. Puis on a eu une belle chimie, puis ça a bien été. Puis après ça, il a embarqué aussi, c'était le senior de l'équipe. Il a embarqué les plus jeunes, puis là, après ça, de plus en plus, j'avais des gens qui contribuaient. Vous voyez la synergie que ça a créé. Fait que là, ça a été ma première leçon. Après ça, on m'a envoyé, l'Alcan avait comme idée, l'usine où j'étais, c'était un pilote pour les meilleures pratiques d'entretien qu'on apprenait de Dupont. À l'époque, Dupont, la compagnie Dupont, était considérée comme un leader mondial en gestion d'entretien. Fait qu'ils ont dit, cette usine-là va être un pilote, ils ont embauché Claveau. Puis le Claveau, là, on va te former. Une technologie qui, décidément, j'ai de la misère avec ma machine, une technologie qui va nous permettre d'anticiper les problèmes. On a vu ça dans les conférences, tout ça, là, mais on ne connaît pas ça, mais on va t'envoyer te former. Fait que on m'a envoyé me former. C'était des cours qui étaient en Ontario, j'étais au Nouveau-Brunswick, des cours avancés pour apprendre la vibration. Rappelez-vous, on est en 80. Les mesures de vibration se prenaient avec des vélocimètres. Je choisis mon mot. En tout cas, ça va vous garder réveillé, les images qui se promènent demain. Je n'ai pas le qu'un contrôle, il marche tout seul. Pas comment ça se fait, j'ai comme une bébite sur mon ordinateur. Il fait ça des fois. La grosse patente que vous voyez à gauche, l'image de gauche, c'est ça un vélocimètre. Alors, comme étant très curieux, ingénieur, je suis allé voir le manuel, voir comment c'était fait en dedans. Puis c'était une masse avec des ressorts de chaque bord, avec des aimants. Auto. Peux-tu mettre un clou pour l'arrêter, lui? Puis le vélocimètre, ce qu'il faisait, c'est que quand la masse, le body, si vous voulez, le corps se déplaçait, en dedans, la masse restait par inertie fixe, ça faisait un petit signal électrique qui était amplifié avec un bridge. C'était ça qu'on prenait pour les mesures de vibration à l'époque. Puis pourquoi je parle de vélocimètre? C'est parce que mathématiquement, en physique, c'est la vélocité qu'on mesurait directement en cause du système masse-ressort. Je pense qu'il va faire ça jusqu'à la fin. Ça va vous garder réveillé, hein? Ça se promène. Donc, là, ce qu'on s'est aperçu, c'était un outil qui était utile. J'ai formé des employés, comme on en voit un là, puis on a commencé à regarder ça de façon transversale. Là, j'ai appris quelque chose. C'est que les révisions préventives, on faisait ça vertical, mais la mise en place d'un système de même était transversale. Puis là, tout de suite, je cherchais Pareto, je cherchais 20 des équipements, qui est une loi qui est à peu près immuable. Bon, là, c'est en bon temps. Site suivant. On avance un peu dans le temps. Dans les années 80, ma tâche encore là, c'était de réviser les préventifs à un autre secteur. On avait eu, nous autres, un autre programme de sécurité à l'Alcan qui s'appelait ILSI. On avait appris la pyramide de Byrne, puis les cadres et les employés qui étaient impliqués. Puis une des choses qu'il fallait faire, c'est les criticités des équipements. On a eu une conférence hier qui en ont parlé. C'était très pertinent. C'est exactement ça qu'on faisait. À partir du PNID, c'est la même chose. Là, on parle du milieu des années 80. Criticité basée sur la probabilité et la conséquence. Puis ce que j'en visais, c'est 20 des équipements qui soient critiques. Puis sur les équipements critiques, on décidait quelles sont les composantes qui peuvent être défaillantes. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire comme préventif, prédictif, etc. Donc ça, c'est une autre approche et un peu plus loin, un peu plus systématique. Mais il y a une chose qui reste constante. À l'époque, la mode, c'était de le faire avec les cadres.
Mais vous pouvez imaginer que Bibi avait appris des employés, il a retourné après ça vérifier avec les employés. On va avancer un petit peu dans le temps. Dans les milieu des années 90, j'ai été en Australie. Puis, nous autres, à l'époque, les Australiens plus avancés que nous autres en Amérique en fiabilité. Dans le programme Alcan, même Dupont, etc., on ne parlait pas de fiabilité. On parlait de préventif, prédictif, mais là-bas, j'ai appris c'était quoi la fiabilité. Puis j'ai embauché un surintendant dans mon équipe. J'étais directeur d'une partie des opérations là-bas, qui est un surintendant, donc quand même au haut niveau en fiabilité. Pour monter un programme de fiabilité pour l'usine, était 3500 employés, c'était quand même conséquent. C'est cette usine-là. On avait un dixième de la production mondiale pour vous donner la dimension. Puis là, j'ai découvert RCM, puis les courbes de Weibull. Qui c'est ici qui connaissent les courbes de Weibull? OK, il y en a quelques-uns. Courbe de Weibull, ce qu'ils font, c'est fin parce que ça nous décrit concrètement, mathématiquement, c'est quoi qui est la courbe de défaillance de notre composante. Si c'est une composante qui a des défaillances, on appelle infantile, bien, la courbe de Weibull, qui a 3 facteurs, va nous le donner le facteur, qui va nous faire la courbe qu'elle a. La finesse d'avoir la courbe de Weibull pour toutes les composantes qu'on peut faire à partir des données, on part des données pour calculer ça, ça nous permet après ça de mettre ça dans un simulateur. OK? Donc, est-ce qu'il y en a qui se rappellent des simulations de Monte-Carlo ou qui ont déjà vu ça? OK? On utilisait les simulations de Monte-Carlo pour, dans le temps, simuler pour le temps qu'on voulait, mettons 10 ans, toutes les probabilités ensemble de Weibull sur les différentes composantes. C'est quoi les probabilités de défaillance? Puis comme ça nous permettait, quand on additionne tout, d'optimiser les pertes de production par rapport à la quantité de préventifs qu'on faisait. OK? Donc, ça, c'est le RCM, c'est Reliability Centered Maintenance. Puis là, l'idée, c'est vraiment de définir la meilleure stratégie pour les équipements. C'est à ça que ça ressemble. La distribution de Weibull, en fait, on la voit en bas à gauche. OK? Il y a la mortalité infantile. Random, c'est n'importe quand que ça peut arriver. Puis avec le temps. Puis à droite, ça vous donne un peu une idée des différentes sortes qu'on peut trouver. Bien sûr, c'est basé sur une mesure de vibration aussi, mais ça vous donne pour mettons une pompe qui serait coupée de côté, là, en plan. Fait que là, on s'est rendu pas mal loin avec ça. Puis moi, j'apprenais, là. Mais on utilisait encore les autres méthodes au besoin. On continue à monter dans le temps. En 2000, autour de 2000, j'étais dans l'Ouest canadien, l'usine en question. Là, dans l'usine industrielle, là, on n'est pas dans la centrale nucléaire, on n'est pas. Les RCM, ça a été développé pour les sous-marins nucléaires. On n'était pas là-dedans, là. Puis on n'était pas non plus dans l'aérospatiale ni tout ça. Ça fait qu'on a eu besoin de simplifier. Bon. Il y avait déjà eu des travaux faits par M. Steve Turner qui appelait lui RCM-I inverse. I pour inverse, inverse en anglais, où on prend l'expérience, puis au lieu d'aller des criticités en descendant, on va dans l'autre sens. On prend l'expérience, puis on remonte pour déterminer c'est quoi les modes de défaillance, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec, les meilleures stratégies. Ah, merveilleux. Fait que là, après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à utiliser ça, à les développer. Puis il y avait eu de l'aide. À l'époque, même avec STI, avait été impliqué. Puis là, nous autres, on focalisait sur les équipements et les composantes critiques. Les exercices de retour d'expérience du RCM inverse, je disais qu'on reprend l'expérience. Je demandais toujours la même chose que j'avais appris dans les début des années 80. Je vais un mécanicien. J'avais appris aussi à impliquer les opérateurs, parce qu'eux autres, ils l'entendent, puis ils vont dire ça fait un quick. Puis je vais avoir aussi un fournisseur, si on peut. Bon, toute cette belle équipe-là, on va les mettre ensemble. On va reviser ensemble c'est quoi qui sont les modes de défaillance, puis définir ensemble c'est quoi qui va être la meilleure stratégie. Après ça, on fait des fiches d'inspection et toujours, on va y tester. Quelle ne fut pas la surprise au travers de ces années-là de m'apercevoir que le 30 à 40 que je citais tantôt, il arrive pas mal tout le temps. Pas mal toujours dans cet ordre-là. Des fois, c'est un peu moins, 20, des fois, c'est plus, mais ça joue dans l'ordre de grandeur. Fait que typiquement, on enlève, mais aussi on en rajoute. C'est ça qu'il faut aussi retenir. On est mieux après qu'avant.
non seulement optimisé, mais plus focalisé. Donc, c'est de ça que ça ressemble, ce qui avait été développé. Ça, c'est ce qu'on utilise un peu plus aujourd'hui dans la version moderne, avec différentes colonnes, où on suit une logique de poser des questions à partir de l'expérience vers ce qu'on veut avoir comme nouvelle stratégie. Dernièrement, j'avais un autre client. Ça donne un peu les finalités de l'inspection. C'est deux exemples distincts. Une, c'est une pompe, l'autre, c'est une scie à ruban industriel. Ma dernière expérience, comme je disais, en temps, 2025, il y a eu un cas particulier qui m'a fait aller encore un petit peu plus loin. On allait là pour faire les RCMI en question sur l'équipement que vous venez de voir, la scie industrielle. Mais quelle ne fut notre surprise de constater, et je l'avais dit à la direction, votre problème est bien plus un problème récurrent, vous êtes traité comme une élimination de défaut, qu'un problème de révision de préventif, des prédictifs. Mais la réalité, en fait, nous a rattrapé, c'était les deux qu'il fallait faire. Donc, l'ingénieur principal qui était allé, je l'ai guidé là-dessus, j'ai dit, écoute, on va faire les deux. Fait que ça, c'est l'équipement en question, une scie industrielle. Puis, la manière qu'on l'a fait, ça, c'est la manière à date là, améliorée. On a fait, c'est qu'on a reçu, on avait les défaillances, on avait les données du manufacturier. Eux autres avaient un petit logiciel peu connu, mais tous les billets de travail, on les a demandé de le plus loin qu'il fallait aller, c'est une usine de 3 ans. Ça ne paraît pas. Fait que là, on les a donné, ils nous ont donné une liste de billets de travail ou de travaux qu'ils avaient fait sur la machine. Mais il n'y avait pas de code. Fait que pour ceux qui connaissent un peu les données, souvent on aime ça avoir des codes, facile à trier après. Il n'y en avait pas. Fait que là, on a commencé à se servir d'outils moteurs pour essayer de trier ça et nous donner un peu de sens aux données pour avoir de l'expérience. Rajoute là-dessus les modèles existants. Des fois, on a déjà vu des signes même ailleurs dans d'autres industries semblables, qui était le cas. Et en plus, on a la liste du manufacturier. On met tout ça ensemble. On fait un premier plan de débauche générale, sur un Excel, comme j'ai montré tantôt, un modèle d'aujourd'hui, plus moderne. Puis après ça, on fait une rencontre avec les employés. Encore, un mécanicien, un opérateur. Puis, si on peut, là-bas, j'avais fait recommander, ils ont nommé un fiabiliste, il n'y avait pas. Donc, un fiabiliste. Puis là, c'est amusant parce qu'au début, ça suscitait énormément d'intérêt. Il y avait un directeur d'entretien, un directeur de production, le directeur de l'usine, il y avait quasiment tout le monde. Là, j'envoie un texto à l'ingénieur principal qui était là, j'ai dit, sors-moi tout ce monde-là, garde juste les fiabilistes, le fiabiliste, le mécanicien puis l'opérateur. Très gentiment, elle se fait sortir les autres. Puis là, les mécaniciens opérateurs se sont mis à parler. Après ça, elle me dit, ça a bien fait. Mais c'est ça aussi le truc. Les autres étaient curieux de voir comment on faisait ça. Puis ils avaient leurs propres idées, sauf qu'ils empêchaient ceux qu'on voulait avoir le feedback sont directement les mains dedans. C'était important à ce moment-là de s'assurer que la bonne population qui est ciblée. Après ça, on compile, on les monte en fichier avec photo, comme je vous ai montré au début, dans les années 80, c'est encore la même genre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est facile avec les logiciels. Prends une photo avec le téléphone, envoie ça sur la machine, puis on le met là. Mais à la fin, il reste toujours la validation. Je veux et exige aller avec un mécanicien, l'essayer. Le fiabiliste, dans ce cas-là, avec le mécanicien, allez l'essayer, voir si ça marche. Parce que j'ai trop vu dans ma carrière, des fois, on dit on va inspecter, mais il y a une poutre entre les deux. Alors, on ne peut pas le voir. Mais si on n'a pas été vérifié, le mécanicien va recevoir la fiche. Je lui dis, c'est quoi cette affaire-là? Allez l'essayer. Ouais, tout est correct, tout est pertinent. Après, on fait une correction finale. La partie DE, comme je disais, dans ce cas particulier-là, ce n'est pas souvent le cas, mais dans ce cas-là, ça allait tellement mal. Il était supposé faire de 70 à 80 coupes par lame, il en faisait 2 à 3. Fait que là, quand même qu'on faisait des préventifs, là, il y avait un problème récurrent majeur. Fait que ce que la fiabilis a fait une résolution de problème. Dans ce cas-là, elle a pris un fishbone, il y en a d'autres, 5 pourquoi et autres. Puis à droite, vous voyez le vrai design qu'il avait fait sur le tableau. Là.
mais après ça, ils l'ont mis au propre. Puis là, il y avait une série d'actions. Moi, après qu'ils aient fait quelques-unes de ces actions-là, ils ont trouvé des choses comme un bearing qui était saisi sur le guide de la lame. Il n'y a pas de miracle, là. Ils ont fait quelques actions. D'un coup, ils sont tombés à 60, 70. On va arrêter maintenant. Donc, ça veut dire que là, ce qu'on a appris avec ça, par exemple, c'est dans certains cas de figure, quand l'équipement n'est vraiment pas en contrôle, on est mieux de considérer aussi de régler les problèmes récurrents. Il y a peut-être un travail à faire, soit de mise à niveau. Ça arrive des fois que l'équipement est vraiment à terre, il faut le remettre à niveau. Et de trouver s'il y a un problème récurrent. On avait 4 autres équipements critiques à faire dans ce site-là. Rendu au 5e, on a un problème. Je parle au technicien puis à l'ingénieur principal, par vidéo. Puis là, ils me disent, on n'a pas d'information. Puis le gars connaît que. On n'a pas l'information du manufacturier pour se partir. Il y en a-tu qui peut imaginer ce que j'ai dit de faire? Pas toi. Qu'est-ce que vous auriez fait? On n'a pas l'information du manufacturier. Crime. Qu'on fait? Parle fort. Ouais, ça répète une option, mais c'est pas ça que j'ai dit de faire. Il y en a un qui a écouté ma conférence, lui. C'est exactement ça. J'ai dit, prends un mécano, ils en ont un bon avec vous autres là, dans votre atelier, pars avec, va dans le champ, puis va prendre avec lui, regardez qu'est-ce qu'il y a à faire. Appelez-vous. Il y a 40 ans, ça marchait. Pourquoi ça ne marcherait plus aujourd'hui? Pas obligé d'avoir des ordinateurs et tout. Moi, j'ai un malin plaisir méchant un peu. Quand quelqu'un me dit, oui, mais on n'a pas l'information, elle n'est pas dans l'ordinateur. Je sors mon crayon, je sors un papier, puis je dis, moi, dans mon temps, il n'y avait pas d'ordinateur, on faisait ça avec ça. Ça se fait. Fait que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été dans le champ. C'était imparfait. Fait que là, ils ont fait une première passe, basée sur d'autres expériences, comme j'ai montré le petit graphique tantôt, le petit diagramme. Puis là, ils ont monté quelque chose qui commençait à tenir la route, mais au moins, on est capable de partir. Comment optimiser maintenant la surcharge PPP sans compromis sur les risques? Essentiellement, ce que j'ai appris au travers des années, c'est que toutes les méthodes y marchent. La preuve, mon dernier exemple. Il faut juste garder à l'esprit qu'on prend celle-là qui est la plus adaptée. Hier, il y a une des présentations qui a utilisé la méthode que j'ai montrée tantôt avec les criticités. Ça marche. Ils l'ont prouvé. OK? Je le faisais de même dans le milieu des années 80. Mais ça marche. C'est encore bon. Allez voir avec l'employé sur le plancher. Je faisais ça au début des années 80. Je l'ai fait faire là, 2-3 semaines. Ça marche encore. C'est sûr qu'il y a des méthodes plus efficaces, il y a des méthodes plus systématiques, plus rigoureuses, si on a le loisir de pouvoir les faire, c'est encore mieux. Mais trompons-nous pas. Le résultat est le même. L'idée, c'est d'éviter les inspections remplacements inutiles. Il faut challenger le status quo. Quand j'ai un leader, un fiabiliste, que je mets sur une mission comme ça, la première qualité que je lui demande, ce n'est pas d'être un bon technicien. C'est que tu vas te tenir en avant, là, puis tu vas faire parler le monde, puis tu vas les challenger. Il ne faut pas avoir peur de lui dire, ouais, mais vous faites ça de même depuis 30 ans, là, mais peut-être que ce serait mieux comme ça. Puis, je reviens à mon exemple de cette usine-là avec la scie de tantôt. On avait un en entraînement. Fait que je regardais le début de sa session. Comme je disais tantôt, j'ai fait sortir les autres cadres, les dirigeants. Après ça, il commençait, il était assis. J'ai envoyé un texto à mon ingénieur principal. J'ai dit, hey, qu'est-ce qu'il fait assis? Il dit de se lever. C'est important. Pourquoi quand on les fait lever? Un fiabiliste, quand tu fais une session, il faut qu'il soit levé. Tu peux me le dire pourquoi? Personne n'a idée? Avez-vous idée le contraire? Tu es assis, tu es à côté des autres, là tu parles. Comment voulez-vous donner un dynamisme? Comment voulez-vous contrôler l'Assemblée? Avoir une bonne perspective. À l'opposé, si vous êtes debout, vous voyez comme il faut votre mort, puis ça donne inconsciemment une forme d'autorité. Vous êtes l'animateur, le leader. OK? Donc, c'est important.
L'autre chose que je lui demande, c'est quoi, vous pensez? Là, j'ai 3 personnes en avant de moi, ou 4. Faire écouter, mais faire parler. Dans une session, là, c'est quasiment on a tous déjà vu, il y en a qui parlent tout le temps, ils n'arrêtent pas de parler. Puis il y en a d'autres qui ne parlent pas. Moi, le leader, là, j'ai dit, toi, ton rôle, numéro 2, c'est de t'assurer que tout le monde participe également. Fait que le petit opérateur qui est gêné puis il dit, moi, je n'ai rien à faire là, je lui demande son avis. Donc, c'est important le rôle de facilitateur. C'est sûr que ça, c'est la responsabilité d'un point de vue gestion d'équipe, gestion de l'atelier. Il y a une responsabilité technique maintenant. Il y a un processus. Les participants s'attendent à ce qu'on suive le processus, puis on arrive à la fin avec un résultat qui soit gagnant. Donc, le deuxième rôle du facilitateur, c'est de se connaître par cœur le processus puis de le suivre. On avait chiffrier tantôt, les suivre étape par étape, colonne par colonne, puis éventuellement, à la fin, on arrive. Les gens vont être contents, comme c'est arrivé là. Ils prennent une journée, peut-être une journée et demie, pour faire un équipement. Ça a bien été. On s'est rendu au bout. Puis là, on est prêt à faire les fiches d'inspection. Donc, le rôle de facilitateur du fiabiliste est essentiel, en plus de sa connaissance technique pour challenger. Ouais, mais dans la courbe PF, là, parce qu'il y a un cours de formation au début de la CMI, il faut le montrer au monde de quoi on va parler. Parce que si on ne lui parle pas de courbe PF, pour ceux qui ne savent pas, à ce moment-là, ça ne donne rien parce qu'ils vont dire, ben écoute, c'est de quoi tu parles. Ben oui, mais si je mets de la maintenance conditionnelle sur le bearing, on va prendre la défaillance bien en avance que ça, on attend qu'il fasse chaud, qu'il soit chaud. OK? Donc, si on réduit la fréquence à la juste fréquence, on a tout le temps été une fois par semaine. Oui, mais quand est-ce que ça peut durer avant qu'on le brille? On a eu un exemple encore hier de ça. On peut peut-être durer plus longtemps. Si on arrivait à 2 semaines, on arrête moins souvent l'équipement, on fait moins de pression sur la charge de travail, puis passer du préventif au conditionnel. Je vais donner l'exemple de la maintenance conditionnelle au lieu de faire juste d'aller voir, puis d'attendre qu'il soit chaud ou qu'il fasse du bruit. J'avais trouvé particulièrement amusant en Australie à un moment donné. J'étais allé voir un de mes contremaîtres. Il y avait une pile de billets de travail sur le coin du bureau. Puis là, je lui dis, c'est quoi ça? Ah, il dit, c'est les préventifs de la semaine passée que je n'ai pas eu le temps de faire. Puis là, je n'ai une autre batch qui va arriver. Là. Il dit, ça va faire d'eux autres. Je m'en rappellerai tout le temps. Il prend sa main, tranquillement, il la tasse, poum, tombe dans la poubelle. Elle dit, pourquoi tu as fait ça? Ben, il dit, de toute façon, c'est les mêmes inspections qu'on fait cette semaine. Alors, on n'a pas eu le temps de les faire, c'est pas grave. On va les faire cette semaine. J'ai-tu allumé, hein? Je dis, ouais, comment qu'on en a de ça? Typiquement, il y a 30 à 40 de surcharge. Ça ne veut pas dire que c'est le même partout, mais c'est typique. Je l'ai vu régulièrement. Tant quand j'étais à Alcan qu'après, comme consultant. Puis typiquement aussi, ce qu'on s'aperçoit, il y en manque. Il y a des choses qu'on devrait faire, qu'on ne fait pas parce qu'on ne sait pas qu'on devrait le faire. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Fait que là, à ce moment-là, en faisant une révision systématique des défaillants et des modes de défaillants, bien, ça nous permet de dire, hey, on n'a fait rien là-dessus, mais si on le faisait, on éviterait peut-être telle défaillance qui arrive. Fait qu'on en rajoute. Puis c'est là que ça devient vraiment payant. Le 30 qu'on enlève, souvent, ça évite des pertes de production inutiles, ça sauve du temps homme qu'on n'a pas besoin de dépenser. Mais ceux-là qu'on rajoute, souvent, eux autres, en plus, rajoutent de la fiabilité. Un de mes derniers cas de figure, OK? L'enjeu, c'était la production, mais aussi la charge de travail. Il y avait eu des coupures dans les employés, ça arrive, il manquait d'employés. Donc, il y avait, au lieu de 10, je mets des chiffres ronds, là, ce n'est pas les vrais chiffres. De 10, il était à 7. Mais là, il n'arrivait pas, là. Il poussait tout ça par en avant. Les préventifs qu'ils devraient faire parce qu'ils n'avaient pas le temps de les faire. En faisant avec eux autres, OK, toute la révision de stratégie d'équipement, bien, devinez quoi? Faites le calcul. 30 ça donne quoi? 7. Mais ça a bien tombé. Là, on a pu dire au surintendant,
Bien, avec le ménage qu'on vient de te faire, là, tu passes avec tes employés maintenant. Fait que, ou avant, pour lui, c'était une surcharge, il manquait de monde. Là, tout d'un coup, il était correct. Ça, c'est un cas réel, là, l'année passée. Bon, c'est ce que je viens de mentionner. Puis il y avait eu des gains de production d'à peu près 7 aussi, au niveau de la disponibilité des équipements. Bon, mes apprentissages, je vais finir avec ça. Moi, je suis un amateur, pour ceux qui m'ont déjà entendu, de Thomas Edison, parce que je reconnais que je fais des erreurs. Puis Thomas Edison, il disait, j'ai trouvé 999 façons qui ne marchent pas, donc c'est un apprentissage, pour faire des globes électriques qui vont durer. Ben, moi, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie et j'en suis fier parce que ça m'a permis d'apprendre. Donc, premier apprentissage. J'entends souvent, on a un bon programme d'entretien. OK, la réalité, le programme d'entretien n'est pas à jour. Combien il y en a ici qui revisent le préventif une fois par année? Levez la main. Ah, il y en a une couple là-bas. 3, 4. C'est bon. Bravo. On ne voit pas ça souvent. C'est la norme. On devrait reviser une fois par année. Il y en a un tantôt, quand j'ai posé la question, qu'est-ce qui peut déranger un peu notre préventif, qui a dit, quand on a des changements de production, on devrait reviser nos programmes de préventif quand on a des changements de rythme de production ou de qualité ou autre. Combien il y en a qui le font automatiquement quand la production dit on va changer? C'est la main. Ah, ça y en a moins. En principe, vous devriez reviser. La production décide pour une raison X d'augmenter le tonnage ou la production. Bien, on devrait reviser nos programmes parce que l'impact sur les équipements est changé. Ça devrait être automatique. Combien il y en a actuellement qui vont avoir un programme de préventif en place, optimisé dans l'ordinateur, lorsqu'il y a un nouvel équipement qui rentre? Avant qu'il rentre. Bravo. Ça, c'est la bonne pratique. Bien souvent, les gens de projet vont garrocher l'équipement. Après, les gens d'entretien, organisez-vous avec. Puis là, après ça, ils sont pognés pour essayer de trouver avec le fournisseur. Là, le fournisseur est rendu ailleurs. Là. Il vend son équipement ailleurs. Il faut courir après pour avoir de l'information. C'est un vrai bordel. Fiez-vous à moi, je l'ai fait. Deuxième élément, avec les années, le focus est sur la réalisation du programme et peu sur la mise à jour. Ce qu'on vient de vérifier, c'est beaucoup plus ça. La raison est souvent historique pour un manque ou un surplus. Puis, il ne faut pas chercher à faire un gros programme, OK, des vœux pieux. Souvent, moi, j'entends, on va viser le préventif. Ça, pour moi, c'est un vœu pieux. On est mieux d'avoir des sections, de dire, OK, on va faire telle section parce que c'est lui, on va avoir des changements de production ou ben non, c'est plus critique, etc. Puis aller graduellement, que d'essayer de tout faire en même temps puis de s'étouffer. La boule est trop grande. On veut reviser le préventif, c'est ce que je viens de dire. Puis il faut concentrer aussi sur les efforts des actifs critiques et optimiser les plans. S'assurer de démontrer les gains. Ça, c'est important. Une chose que j'exige toujours de mes équipes quand ils travaillent sur des revisions de programme, OK, d'abord, on est-tu à peu près à 30 de réduit par rapport à l'original? On a-tu rajouté? Combien on a rajouté? 2, est-ce qu'on va aider? On prévoit aider au gain de production ou au coût? Calculez-moi-les. Donc, Fiabilis, là, parle avec les gens de procédé, parce qu'ils sont dans l'équipe, parle avec les gens d'entretien, puis sortez les chiffres. Parce que c'est important de communiquer à la direction pour se donner de la crédibilité, pour avoir le vent dans les voiles, pour en refaire d'autres. La révision des programmes se fait plus rapidement avec quelques cadres. Donc, le vieil adage arabe, à tout seul, on va vite, à plusieurs, on va loin. L'implication des parties prenantes est essentielle. Ça, je l'ai répété plusieurs fois, l'employé, l'opération. Puis tous les points de vue vont être importants pour nous donner différentes manières de voir le problème, puis nous amener des informations qu'on n'aurait pas eues autrement. Ça aide aussi à l'appropriation et la pérennité. C'est sûr, quand on a impliqué des gens, après ça, ils vont être beaucoup plus enclins à supporter notre démarche. Puis ça va durer plus, parce qu'ils vont l'avoir participé, puis il va y avoir du sens pour eux autres. Finalement, on recherche la méthode idéale ou celle qui se fera vite et sans effort. Comment j'ai vu de fois me faire dire « Hey, les ponts roulants là, dans les salles de queue, c'est tous des ponts roulants. Faisons-en un, puis après ça, on copiera. Toc, toc, toc. » Bien, désolé, là, ça ne marche pas de même. Il y a des générations de ponts roulants. Il y en a qui étaient à l'époque avec des
je ne sais pas, des circuits intégrés. Il y en a un autre qui était avec des fibres optiques. Il y en a un autre qui était avec ça. Il y en a qui ne sont pas les mêmes largeurs de rails. Il y en a qui, ça ne marche pas. Les conditions opérationnelles ne sont pas toujours les mêmes. On peut accélérer. Tantôt, dans mon petit graphique que je montrais, on peut avoir des exemples de modèles pour se partir, mais il faut adapter à la réalité du milieu. Puis plusieurs méthodes sont disponibles. J'en ai nommé plusieurs en m'en allant. Just do it. Le problème, souvent, c'est qu'il faut commencer. Puis encore, je répète, partez pas avec l'idée que vous allez faire un gros exercice. Allons-y, sectoriel avec les équipements critiques, puis on étendra avec le temps. Une fois qu'ils ont fait des équipements critiques, les gens sont formés. On va leur demander de continuer après. S'ils voient quelque chose, de continuer à faire du ménage en s'en allant. Fait arrêtez l'idée des gros programmes. Puis, on a le temps pour les urgences, mais pas pour les éviter. Moi, j'avais un de mes collègues qui était directeur d'usine au Saguenay, puis il avait trouvé une image fantastique, puis je termine là-dessus. Lui, il disait, on est dans une chaloupe, il y a des trous dans la chaloupe, l'eau rentre dans la chaloupe. Fait que la plupart, ce qu'ils vont dire, ah ouais, ramez plus fort, on va aller plus vite. Vous savez ce qui arrive dans ce temps-là? Il y a plus d'eau qui rentre. Le truc, c'est qu'il ne faut pas ramer plus fort. Il faut être plus intelligent que ça. On dit à un des gens, ben, prends une écope, puis vide l'eau, puis bouche le trou. Donc là, on va aller plus vite, avec moins d'effort. C'est ça le principe. J'aurais terminé. Là, on sera à la période de questions. Avez-vous des questions? Bon, vous n'avez rien. Ah, OK, merveilleux. J'allais dire où vous n'avez rien compris ou c'est moi qui étais. Je n'étais pas sur le point. Oui. Merci encore pour votre excellente présentation. Le partage est grandement apprécié. Vous avez dit tout à l'heure sur un point que pour avoir une très bonne maintenance préventive, il faudrait que la fréquence doit être la plus juste possible. Absolument. Et vous avez pris le cadre d'un équipement neuf qu'on installe juste dans une industrie par des ingénieurs chargés de projet. Comment est-ce qu'on peut définir une fréquence de maintenance justement possible lorsqu'on n'a pas un historique de défaillance de cet équipement, lorsqu'on a juste des recommandations de manufacturiers et pourtant l'équipement n'a pas encore rodé? C'est ma première question. Très bonne question. Merci beaucoup. Donc, juste pour rephraser, pour être sûr que j'ai bien compris, la question est, j'ai un nouvel équipement qui rentre, je ne le connais pas, je n'ai rien le livre du manufacturier. Comment je peux optimiser la fréquence juste? C'est ça? Merci. Donc, première chose, j'aurais envie de vous reposer la question. Qu'est-ce que vous feriez? Ce que je ferais premièrement, c'est de me baser sur les recommandations du manufacturier. Oui, très bonne réponse. Continuons. Et deuxièmement, de chercher l'expertise de mon plus bon électromécanicien. Très bien. On continue. Quoi d'autre qu'on peut faire? C'est tout vrai jusqu'à date. Troisièmement, je verrai les autres pièces mécaniques critiques qui sont similaires sur d'autres équipements dans l'usine et Absolument. de voir leur fréquence de Je ne maintenance. comprends pas me poser la question, vous connaissez la réponse. Je vais amener une petite subtilité. Une petite subtilité. Oui, c'est des équipements similaires, j'en ai. Sinon, moi, je demandais systématiquement à mes fournisseurs, ça marche-tu à quelque part, cette affaire-là? S'il me dit, à telle usine, à telle place, ils font la même, c'est semblable à vous autres, OK, on peut-tu envoyer quelqu'un voir? Ah bon, Québécois, ouais. Fait qu'on envoie quelqu'un là-bas, lui, il va prendre des notes, qu'est-ce qu'ils ont comme problème, qu'est-ce qu'ils font comme préventif, etc. Fait que là, il revient, puis il va enrichir tout ce qu'on vous a dit tantôt. OK? Fait que, mais à date, c'est pas mal de bonnes réponses. Merci. Avez-vous d'autres questions faciles demain que vous allez répondre? J'ai une deuxième question qui me touche actuellement. Oui. Actuellement, nous sommes en train de réviser notre programme de maintenance préventive et on a réellement un backlog chez Pharmascience. Et la question qui nous est toujours revenue, c'est combien de fois en exécutant mon préventif, je dois être capable de détecter un correctif? Est-ce qu'il y a une règle de pouce? Est-ce qu'il y a un pourcentage? Quel est le nombre de fois que
lorsque j'y vais, par exemple, pour pouvoir inspecter le meilleur comportement d'un bearing, quel est le pourcentage de fois que je dois au moins essayer de trouver le bearing qui est prêt à briser? Pas sûr de bien comprendre la question. Je vais dire ce que je comprends. Si j'ai à mettre une fréquence, puis je ne la sais pas, quelle est la fréquence que je devrais mettre? C'est ça? Oui. Par exemple, j'ai 10 préventifs. Oui? Ah, OK. Est-ce que c'est ça, la question? Oui, c'est presque ça. Ou bien je peux le contextualiser. Je dis par exemple, euh, j'ai un roulement dont je ne connais pas la fréquence de bris de la cage, tout et tout. Et je dois l'inspecter peut-être chaque 4 mois. Après combien de temps d'inspection je dois me rendre compte que le roulement est prêt à briser? OK. Si je suis honnête. Moi, je proposerais comme première approche, d'abord un roulement pour les gens qui connaissent un peu la vibration. Puis je pense entre autres à mes amis qui font de la vibration. Donc, tout de suite, j'aurais envie de dire, on va challenger le fait d'avoir une inspection périodique. On va plutôt tomber dans le prédictif avec de la maintenance conditionnelle. Parce que là, on est capable, il faut se mettre en tête comment ça marche un peu, la vibration. Attends que je prends la vibration. D'abord, premier principe, quand un arbre est dans le moteur, là, OK, il passe dans un bearing, tout ce qui se passe dans l'arbre va forcément passer par le bearing, parce que c'est ça qui le retient à terre. Ça, c'est le principe de base de la mesure de vibration. Après ça, on a des capteurs. Ce n'est plus des vélocimètres aujourd'hui, c'est du piézoélectrique, beaucoup plus avancé, qui permet, c'est des cristaux qui sont écrasés un petit peu par la vibration. Puis ça permet à ce moment-là de mesurer la vibration. Bon, pourquoi je fais ce chemin-là? C'est qu'on est capable d'abord, avant même que ça commence à défaillir, de voir s'il y a quelque chose de pas correct. Fait que si j'ai un problème, par exemple, d'alignement, de débalancement ou autre, le palier est encore super bon, puis moi, il va commencer à avoir une mesure quand on décompose la vibration, on tombe en spectre de fréquence. Dans le bon spectre, il va me dire, à tant de tours de rotation, tant de fois ta vitesse de rotation, on a une amplitude un peu élevée. Bon, là, comment est-ce qu'on y va? Là? Par expérience personnelle. La moyenne industrielle, là, les courbes des ABAC sont faites avec, excusez-moi, je suis vieux jeu, c'est 0,2 pouces par seconde. C'est en vélocité. Donc, moi, si ça dépasse 0,2 pouces par seconde, mettons, dans la vitesse de rotation, tout de suite, on sait quelque chose qui n'est pas correct. Je n'attendrai pas qu'il défaille. Tout de suite, corrigez-moi-les. On va trouver si c'est avec, encore là, le jeu des mesures qu'on prend. On va trouver si c'est un débalancement, si c'est un désalignement. C'est ça, on va le corriger. Bon. Admettons qu'on part clean, tout est beau. OK? Bien là, après ça, moi, ce que j'aurais envie de faire, c'est de dire, on ne va pas arrêter l'équipement, mais régulièrement, pour un petit bout, on va aller suivre la vibration pour voir quand est-ce qu'elle commence à monter. Bon. Typiquement, dans les normes générales, quand on ne sait pas où on s'en va, on va recommander à peu près une fois par mois. À moins de se douter qu'il y a quelque chose de vraiment pas correct, là, tu peux tomber une fois par semaine. Mais tu vois, déjà là, tu commences à te bâtir un historique. J'enverrai à quelqu'un prendre la vibration une fois par mois. Aussitôt que tu vois quelque chose monter, je n'attends pas qu'elle est rendue dans le rouge. Là. Aussitôt que tu commences à voir de quoi être pas normal, on le flag. Puis là, on commence à l'analyser pour voir ce que c'est. Puis là, on va voir qu'il monte. Puis là, ça va nous permettre, principe du mode de défaillance. Pourquoi est-ce qu'il a monté? C'est quoi qui a causé la cause? Si j'en reviens à ma scie que je montrais à Ruban tantôt, le bearing qui a saisi, bien, je voudrais avoir la vibration dessus, évidemment. Parce que s'il a saisi, c'est quelque chose qui a causé cette détérioration-là. Puis là, je veux savoir c'est quoi. En amont, il y a un moteur, il y a un réducteur, il y a une courroie, il y a tout. En aval, ben, tu as ta lame. Mais normalement, c'est fait pour tenir la lame. Fait que si le problème est en amont, on a un moteur qui est débalancé ou mal enligné, bien là, nous autres, dans la chaîne du mode de défaillance, tu vas avoir le bearing qui va éventuellement se détériorer. Fait qu'à ce moment-là, c'est fallacieux de dire je vais aller inspecter le bearing. Ce que je veux, c'est comprendre le mode de défaillance puis de l'anticiper avec des maintenances conditionnelles, dans ce cas-là.
Mais là, ça, c'est un exemple. Là. Mais dépendant de l'exemple, tu vas avoir d'autres manières de le regarder. Mais ce n'est pas nécessairement, c'est là que je dis, un fiabiliste doit challenger. Ce n'est pas nécessairement en continuant à faire comme on faisait, on va faire une inspection. Bien, c'est quoi la fréquence, comme tu as demandé, pour aller le voir? C'est plutôt en disant, y a-t-il un moyen autrement de le voir venir ou de voir qu'est-ce qui cause le problème, le mode de défaillant? Je l'approcherai plus demain. Mais toutes tes réponses tantôt étaient bonnes. Si c'est un équipement que je connais plus ou moins, on le fait pour la première fois, l'expérience d'employé, manufacturier, tout ça, c'est tout vrai. Là. Ça reste vrai à aller voir d'autres. Mais dans un cas particulier, comme là, je parlais de l'acier, j'ai donné un exemple tantôt, bien ça, on peut aller d'autrement, on change de perspective, on dit OK, on va amener tout l'attirage, je dirais, de la maintenance conditionnelle pour nous aider. Pas si d'où je t'ai mêlé, là, mais. C'est beau? Ben, merci. Y a-t-il d'autres questions? Il y a une question en arrière? Oui. Bon matin. Je me demandais si, quand tu as parlé tout à l'heure des préventifs de la semaine précédente, Oui. de ne pas les jeter. Moi, j'ai mettons, des préventifs hebdomadaires que si on n'a pas eu le temps de les faire, je ne sais pas quoi faire avec. Tu sais, ils reviennent à toutes les semaines. C'est exactement mon exemple. C'est ça, exact. Fait que là, à ce moment-là, je fais quoi avec ça? Ben, je te dirais, fais comme mon contre-maître faisait. Écoute, ça ne te donne rien de le refaire, puis d'envoyer ton gars 2 minutes après refaire le même préventif. C'est 2 billets de la même chose. Ben, tantôt, quand j'ai imagé en disant qu'il avait tout jeté, il y en avait là-dedans qui était important, qui a gardé, qui était plus comme au mois de faire de même. Mais c'était la caricature, moi, j'avais trouvé drôle. Puis ça frappe l'imagination. Je le vois encore, ça, assis sur son bureau, puis il a fait. Tu sais, ça frappe l'imagination. Moi, ce que j'ai retenu de son geste, c'est que dans le fond, on avait un ménage à faire pour nous permettre de mieux cibler, d'où tout ce que j'ai dit après. Pourquoi que tu as une pile? Comment ça se fait qu'elle s'accumule? Tu as dit tantôt, je pense que c'est toi qui disais ça, j'ai une surcharge de travail, je ne fournis pas. Ouais, Pourquoi vous avez une surcharge? Là, je t'ai donné un exemple à la fin d'un cas semblable où on a fait un gros ménage des équipements critiques. Ça a permis de réduire la charge à quelque chose que là, on sait. Mais tu sais, l'organisation qu'on a réduit de 30 les préventifs pour les cibler comme il faut, le message que je leur passe, là, on ne peut plus faire ça d'en jeter. Là. On ne peut plus en manquer. Là, parce qu'on est vraiment, vraiment optimal. Là. Ce bloc que vous manquez, vous risquez d'empirer la défaillance ou une perte de production. Mais le truc est là. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Dernière question? J'ai passé mon temps pas mal. Hein? Il ne m'a pas arrêté. Je pensais qu'elle allait tirer sur la plouille. De toute façon, tu restes sur scène. Merci beaucoup.